toute façon, c'est un acte de domination pure. C'est vrai que le choix du geste n'est pas anodin. Une frappe puissante sous la barre, ça exprime de la rage, mais un piqué, ça exprime un sang-froid presque insolent. C'est une manière très claire de dire à la direction marseillaise « Je maîtrise la situation, je suis largement au-dessus de la pression que vous représentez ». Cette expression « aucune pitié », elle traduit parfaitement la violence symbolique du moment. Il faut se rappeler que dans l'écosystème du foot pro, les joueurs sont souvent traités comme de simples affrontements consécutifs au fil des années où le FC Lorient est entré sur la pelouse face à l'Olympique de Marseille sans jamais parvenir à arracher la moindre victoire. C'est énorme comme série. Absolument. Ce n'était même plus une simple anomalie statistique en fait. C'était carrément devenu un mur de briques psychologiques pour eux. Jusqu'à ce qu'un seul homme, écarté et vendu par ce même club marseillais, décide de pulvériser les rêves européens de son ancienne équipe. Et ça, en l'espace d'1 heure. 1 heure chrono, ouais. C'est le scénario parfait de la vengeance de l'ex, quoi. Exactement, la vengeance de l'ex. C'est fascinant parce que les scénarios de football, des fois, ça ressemble vraiment à des scripts de cinéma. Ce 18 avril 2026, on est à la 30e journée de Ligue 1. Et Lorient s'est imposé 2-0 au stade du Moustoir. Et au centre de cette secousse sismique, parce que c'en est une, on a l'attaquant sénégalais Bamba Dieng. Bamba Dieng, ouais, qui a livré une partition chirurgicale ce jour-là, buteur et passeur décisif face à l'OM, son ancien club. C'est ça. Du coup, notre mission aujourd'hui dans cette analyse en profondeur, c'est de décortiquer tout ça. On s'appuie sur les rapports de match de France Info, les analyses très poussées du quotidien sénégalais lesoleil.sn et bien sûr les feuilles de stade de la saison. On veut comprendre comment la mécanique d'une revanche personnelle a pu désintégrer le système tactique d'un des plus grands clubs du championnat. Je suis ravi de plonger là-dedans avec toi aujourd'hui. Et moi, je suis ravi d'être là. Parce que tu vois, l'histoire de cette rencontre, elle prend toute son épaisseur quand on replace vraiment le contexte financier et sportif de l'Olympique de Marseille à ce moment précis de la saison. Ouais, il faut planter le décor. Voilà, l'OM arrivait en Bretagne sur une dynamique extrêmement positive. Ils étaient galvanisés par une victoire récente contre le FC Metz et surtout, le club marseillais était engagé dans un sprint final suffocant, mais vraiment suffocant, pour accrocher une place en Ligue des Champions. Et on sait à quel point c'est vital pour eux. Le modèle économique d'un club de cette stature, il repose entièrement, ou presque, sur les revenus générés par l'UEFA, quoi. Sans cette manne financière, et on parle de dizaines de millions d'euros en droits télévisés, en billetterie, c'est toute la stratégie de recrutement de l'été suivant qui s'effondre. C'est pas juste un match pour faire joli. Pas du tout. Marseille n'avait donc pas d'autre choix que de gagner. Ce qui rend la dynamique d'avant-match totalement déséquilibré en fait. D'un côté, on a une équipe marseillaise lancée à pleine vitesse avec l'obligation absolue de s'imposer et de l'autre, Lorient qui est écrasé par le poids de cette fameuse série noire. 13 matchs sans victoire face à leur bête noire. 13 matchs, c'est long dans la tête d'un joueur. C'est très long. Du coup, l'intuition première, pour ceux qui suivent le foot, ce serait de penser que Marseille avait un ascendant moral total. Moi, j'ai envie de comparer ça au syndrome du petit frère, tu sais. Le petit frère. Ouais, le petit frère qui essaye de battre son grand frère au bras de fer pendant des années, qui perd toujours. Mais là, il y a des millions d'euros en jeu. Sauf que dans le sport, une supériorité historique aussi écrasante, c'est souvent le meilleur moyen de créer une faille tactique. Ah, c'est le classique excès de confiance. Exactement. C'est le boxeur qui n'a pas encaissé un seul coup pendant 3 rounds, qui baisse instinctivement sa garde, et boum. Il s'expose au crochet fulgurant qu'il met KO. Et le crochet, ici, c'est Lorient. C'est très juste comme analogie. Parce que Marseille est entré sur le terrain avec ce costume d'équipe dominante. Ils ont imposé une structure offensive très agressive, mais cette posture, elle s'est traduite par un bloc équipe positionné extrêmement haut sur le terrain. Beaucoup trop haut pour un match à l'extérieur, non ? Les défenseurs centraux marseillais jouaient hyper loin de leur propre surface de réparation. Le but, c'était de maintenir la pression sur le camp lorientais. Le staff de l'OM partait sans doute du principe que Lorient allait se recroqueviller et subir les vagues. C'est souvent ce qui arrive avec les équipes mal classées. C'est ça. Sauf qu'un bloc haut, ça comporte une faille structurelle évidente. Ça laisse 40 mètres d'espace vide dans le dos de la défense. 40 mètres, c'est un boulevard. Un boulevard. Et jouer de cette manière, ça exige un pressing à la perte de balle qui soit absolument irréprochable. Parce que si le premier rideau de pressing est franchi, la défense, elle se retrouve livrée à elle-même face à des attaquants lancés à pleine vitesse. Et c'est exactement là que le profil du bourreau rend l'histoire fascinante. Parce que ces espaces dans la profondeur, c'est un festin pour Bamba Dieng. Un festin, le mot est faible.
Ce qui nous amène direct à la 28e minute de jeu, c'est le moment de la première rupture. Bamba Dieng ne marque pas sur cette action, mais il transperce la ligne marseillaise. Il attire les défenseurs, il glisse un ballon parfait pour Prépanos Katseris, qui ouvre le score. 1-0 pour Lorient, le moustoir explose. Une passe décisive qui fait très mal. Et là, la presse, notamment les sources sénégalaises comme Les Soleils SN, s'est vraiment extasiée sur la vision de jeu de Dieng, l'ancien pensionnaire de l'Institut Dian-Bars. Mais j'ai envie de te pousser un peu là-dessus. Si on regarde bien l'action, Katseris se retrouve totalement démarqué. Il n'y a pas un seul joueur de l'OM dans sa zone. Est-ce qu'on ne donne pas un peu trop de crédit au prétendu génie de Dieng pour masquer ce qui est, au fond, un naufrage total du système marseillais ? C'est une excellente question. Alors, oui, le naufrage défensif de l'OM sur l'ouverture du score, il est indéniable. L'alignement de la défense centrale a été complètement détruit par un appel croisé. C'était flagrant. C'était flagrant. Mais réduire cette passe décisive à une simple erreur marseillaise, ce serait vraiment une erreur d'analyse. Dieng, il a fait preuve d'une intelligence de placement redoutable. Il a exploité ce qu'on appelle les demi-espaces. Les fameux half spaces. Voilà. Plutôt que de rester bêtement collé à l'axe central, il s'est positionné dans l'interstice. Tu sais, cette petite zone floue entre le défenseur central et le latéral marseillais. Et c'est ce positionnement hybride qui a créé la confusion. Les défenseurs de l'OM, ils ne savaient plus qui devait sortir sur lui. Ah, donc c'est lui qui provoque la panique. Exactement. En attirant le défenseur hors de sa zone de confort, par une simple feinte de corps, Dieng a lui-même fabriqué l'espace vide dans lequel Katseris s'est engouffré. Donc la passe elle est belle, oui, mais elle n'est que l'aboutissement d'une désorganisation qu'il a sciemment provoquée. C'est de la manipulation pure. De la manipulation tactique. Et ça modifie complètement la psychologie de la rencontre. Parce que l'OM, mené 1-0 par l'équipe qu'il domine historiquement depuis 13 matchs, voit soudain le spectre du match piège se matérialiser. Le cauchemar commence. C'est ça. Le chronomètre devient leur pire ennemi. Pour revenir au score et préserver ces fameuses chances de Ligue des Champions dont on parlait, Marseille doit intensifier sa pression. Ils doivent envoyer encore plus de joueurs vers l'avant. Ce qui est suicidaire vu la physionomie du match. Et par conséquent, ils découvrent encore davantage le dos de leur défenseille. Le rapport de force s'inverse totalement. Lorient n'est plus l'équipe opprimée par l'histoire. C'est Lorient qui tient l'OM en otage, en fait. Et le changement, il est radical. L'OM est pris dans un étau tactique insoluble. S'ils reculent pour sécuriser leur défense, ils perdent leur capacité à étouffer Lorient et à égaliser. Mais s'ils continuent à attaquer massivement... Ils s'exposent au contre. Voilà, ils s'exposent aux transitions rapides lorientaises et la panique, elle s'installe souvent de manière très insidieuse dans ces moments-là sur un terrain. Les milieux de terrain marseillais commencent à forcer leurs passes. Les récupérations de Lorient deviennent beaucoup plus nettes. Et les espaces s'élargissent. C'est l'effet domino ? Totalement. L'équipe qui était censée contrôler le tempo se retrouve à courir frénétiquement derrière le ballon. Le contexte de déséquilibre total, ça nous mène à la 58e minute. Le clou du spectacle. L'instant de grâce. Ah, cette 58e minute. Lorient mène toujours, Marseille pousse de façon désespérée et laisse le milieu de terrain grand ouvert. Et là, sur une récupération de balle, Pablo Pazis lève la tête et lance Bamba Dieng dans cette immense prairie laissée libre par la défense. Une passe magnifique de Pagis d'ailleurs. Sublime. Dieng accélère, il résiste au retour des défenseurs en mode tracteur et il se présente seul face à Geronimo Rulli, le gardien argentin de l'OM. Et là, c'est fou, parce que la logique de l'urgence voudrait qu'un attaquant sous une telle pression décoche une frappe sèche, puissante, un tir de bourrin pour s'assurer que ça rentre. Juste pour assurer le but, oui. Avec autant d'enjeux. Ça dépasse le simple cadre sportif, non ? Ah mais ça le dépasse largement. Et même sur le plan purement biomécanique, la complexité de ce ballon piqué en pleine course, c'est fascinant. Comment ça ? Il faut comprendre qu'un attaquant lancé à pleine vitesse, il accumule une énorme énergie cinétique. Pour réussir à lober le gardien à ce moment-là, il doit instantanément décélérer, bloquer son bassin et utiliser juste la pointe du pied pour soulever la balle, sans accompagner le mouvement avec sa jambe. Sinon la balle part dans les tribunes. Exactement. Une légère erreur d'inclinaison et le ballon s'envole ou alors il atterrit tout doucement dans les bras du gardien. Et en plus, Geronimo Rulli, c'est un portier réputé pour son agressivité. Il sort très vite, il ferme l'angle rapidement. Il prend de la place, quoi. Il prend beaucoup de place. Et en se précipitant vers Dieng, Rulli a transféré tout le poids de son corps vers l'avant. Et Dieng a eu ce déséquilibre biomécanique en une fraction de seconde. Il savait que le gardien était dans l'incapacité physiologique de reculer ou de sauter à la verticale.
C'est presque de la physique quantique à ce niveau-là. La lecture du mouvement du gardien est brillante, oui, mais je trouve que l'impact psychologique de ce lob est encore plus dévastateur. Bah, psychologiquement, c'est un meurtre. C'est ça là. Dans le football, quand un joueur marque contre le club qu'il a formé ou révélé, la norme non écrite, c'est la retenue. On voit tout le temps des attaquants qui refusent de célébrer, qui lèvent les mains en signe d'excuse, tu vois, presque gênés d'avoir puni leur ancienne maison. Le fameux respect de l'ancien club. Voilà. Mais Bamba Dieng, lui, zéro retenue. Les articles sénégalais utilisent d'ailleurs l'expression, je cite, « aucune pitié » pour qualifier cette action. Lober le gardien de cette façon, c'est un acte de domination pure. C'est vrai que le choix du geste n'est pas anodin. Une frappe puissante sous la barre, ça exprime de la rage, mais un piqué, ça exprime un sang-froid presque insolent. C'est une manière très claire de dire à la direction marseillaise « je maîtrise la situation, je suis largement au-dessus de la pression que vous représentez ». Cette expression « aucune pitié », elle traduit parfaitement la violence symbolique du moment. Il faut se rappeler que dans l'écosystème du foot pro, les joueurs sont souvent traités comme de simples variables d'ajustement. Bamba Dieng a été poussé vers la sortie par l'OM, et ça à un moment crucial de sa carrière où il devait confirmer. Il a dû se sentir jeté, quoi. Sûrement. Et en exécutant ce geste clinique avec une telle décontraction apparente, il renverse la hiérarchie. Et l'effet immédiat de ce lob, c'est de climatiser complètement l'adversaire. La douceur du ballon, qui retombe lentement, tout doucement dans les filets, ça contraste violemment avec la brutalité de la situation pour l'OM. Ça tue le match. Ça le tue. À 2-0, le ressort mental de l'équipe marseillaise, il se brise net. Les joueurs comprennent à cet instant précis que la dynamique du match est irrémédiablement perdue. Et ce but à la 58e minute, il est d'autant plus significatif qu'il vient ancrer Dieng dans les sommets statistiques de la saison. C'est marrant d'ailleurs, l'analyse des sources révèle une petite divergence. Tu sais, le genre de truc typique avec les datas. Ah oui, l'histoire du 14e ou 15e but. Exactement. Certains articles s'enflamment et célèbrent ce chef-d'œuvre comme son 15e but. Mais le consensus général et les classements officiels le soutiennent, pointent vers sa 14e réalisation sous le maillot lorientais cette saison. Désormais, il compte 14 buts avec Lorient. C'est un détail, mais 14 buts, c'est déjà monumental. C'est colossal. Et le chiffre exact importe moins que la constance effarante de ses performances. Bamba Dieng est, de façon incontestable, couronné meilleur buteur de la Ligue 1 sur l'année civile 2026. Réussir à maintenir un tel rendement de janvier à avril, la période charnière, c'est un exploit. Un exploit majeur, oui. Maintenir ce rythme de buteur de classe mondiale en hiver et au début du printemps, ça demande une résistance mentale et physique hors du commun. C'est la période où les terrains sont compliqués, où les défenses sont sur les dents à cause des enjeux de relégation ou Europe. Ça joue sa survie. Et marquer 14 buts dans une équipe comme Lorient, qui n'a pas les moyens ou la possession de balles du PSG ou de Monaco, ça veut dire que Dieng, il optimise la moindre demi-occasion. Son taux de conversion est dingue. Il ne dépend plus d'un système qui lui crée 20 tirs par match. Il est autosuffisant. Autosuffisant. C'est exactement le mot. Et cette autosuffisance, ça soulève quand même une grosse interrogation sur le staff de l'OM. On sait que les cellules de recrutement et d'analyse vidéo de Marseille, ils ont des données ultra précises. Ils savaient pertinemment que Dieng empilait les buts depuis janvier. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. Voilà. Ils connaissaient sa vitesse d'exécution, sa fâcheuse tendance à dévorer les espaces. Du coup, maintenir une ligne défensive aussi haute face à l'attaquant le plus létal du championnat, c'est quoi ? Une erreur de jugement massive. Est-ce que l'OM a été victime d'un biais cognitif, persuadé de connaître les limites de son ancien joueur, au point de sous-estimer son évolution ? Alors là, tu touches à un concept clé de l'analyse sportive, le biais d'ancrage. C'est un problème récurrent. Quand un club a formé ou fait éclore un joueur, les entraîneurs gardent très souvent en mémoire les défauts du jeune prospect. Ah ! Il reste bloqué sur son ancienne version. C'est ça. Il se rappelle du joueur brouillon dans la finition, pas du joueur mature. Le staff marseillais a sans doute planifié son schéma défensif sur le Bamba Dieng de l'époque de son départ. Un joueur rapide, certes, mais qui ratait des occasions. Ils n'ont pas mis à jour leur logiciel pour la version 2026. Une mise à jour fatale pour le coup. Totalement fatale. Cette version 2026 de Dieng, elle a épuré son jeu, elle a aiguisé son réalisme. Penser que la supériorité de l'OM suffirait à contenir un joueur aussi métamorphosé, c'est une faute stratégique d'une gravité extrême.
Et la gravité de cette faute, on la mesure directement sur le classement de la Ligue 1 au coup de sifflet final. Pour le FC Lorient, les bénéfices sont juste monumentaux. En brisant enfin cette malédiction des 13 affrontements, les Merlus font un bond et s'installent à la 9e place. Le ventre mou, mais un ventre mou très confortable. Très confortable. Sécuriser la première moitié de tableau à la 30e journée, ça offre une tranquillité inestimable. C'est le maintien assuré mathématiquement, c'est fini la pression de la zone rouge et c'est la garantie de préparer la saison suivante sereinement. Bamba Dieng a validé le projet lorientais. Et le contraste avec l'OM est saisissant. Le mot est faible. Laisser filer des poids aux moustoirs dans cette course à la Ligue des Champions, c'est un désastre industriel pour Marseille. Pas de Ligue des Champions, ça veut dire une chute drastique des droits TV et des primes de l'UEFA. Ça plombe le budget. Ça fait un trou béant. Les directions sportives sont obligées de sabrer dans la masse salariale, les gros recrutements sont annulés, et des joueurs majeurs pourraient devoir être vendus pour combler le déficit. Un seul match, une seule erreur tactique, ça peut redéfinir la trajectoire de tout le club pour les 2 ans à venir. C'est vertigineux quand on y pense. Le niveau d'implication de ces 90 minutes est dingue. On a exploré comment, ce 18 avril, la forteresse psychologique de l'OM s'est écroulée. Dieng a livré un vrai récital. Une passe décisive brillante, puis ce 14e but de la saison sur un lob magistral, sans pitié. Une vraie masterclass. Une masterclass qui libère Lorient du poids de l'histoire, les propulse 9e et surtout fracture les ambitions de l'institution qui ne croyait plus en lui. L'anatomie parfaite d'une revanche.